bon début de semaine à tous. Merci de suivre ce numéro de kiosque de ce lundi 12 février 2024. Alors, comme invité ce matin, nous avons Pascal Oronje qui sera face à Christian Meleka. Avec eux, nous allons analyser l'actualité du jour qui est marquée par la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et pour dénoncer les silences de certains pays occidentaux. Les Congolais manifestent devant les représentations diplomatiques et organisations internationales à Kinshasa depuis samedi. Aujourd'hui, il y a un petit mouvement et la police est là pour encadrer, pour éviter des bavures. Il y a les écoles consulaires qui ont fermé ce lundi. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, autre sujet d'actualité, c'est à l'Assemblée nationale où la Chambre basse du Parlement va procéder à la validation de pouvoir des députés provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, merci de nous suivre. Pascal Oronje, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle, bonjour à Moleka, mon co-débatteur de chaque lundi. Bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour votre invitation, Gisèle. Je crois que c'est bon au début que je profite aborder une question qui taraude trop mon esprit parce que lorsqu'il y a conflit de compétences, conflit de rôles dans le fonctionnement de nos institutions, je crois qu'il faudrait qu'on donne nos voix pour recadrer les choses. C'est quoi le problème? Parce que nous avons des structures dépendantes de deux ministères. Nous avons Afridex, qui est une structure au ministère de la Défense, et nous avons CCLAM au ministère de l'Intérieur. Afridex, c'est africain d'exploitation, créé depuis 1948. Mais on l'a rattaché au ministère, comme structure du ministère de la Défense, à travers l'ordonnance prise en 2011 par Joseph Kabila, président de la République à son temps. Et on l'a compté parmi les structures du ministère de la Défense. Mais qui a comme mission l'importation et la production des engins explosifs. Mais on va évoluer, on arrive en 2016, parce que le président Kabila sentence au départ, il a voulu protéger maintenant les siens, c'est comme ça qu'il a bien voulu envoyer le général Liwanga dans ces structures, mais il a tenté maintenant d'élargir ses compétences. Et cette fois-là, à travers l'ordonnance qu'il avait prise, l'ordonnance numéro 16/051 du 3 mai 2016, et là il donne des responsabilités maintenant à Afridex, la réalisation de toutes les opérations et présentations se rattachant directement à cette direction. Et c'est fou. Et c'est là que le conflit naît avec CCLAM, qui est un centre congolais, n'est-ce pas, d'élite anti-mine. Aujourd'hui, dirigé par Emmanuel Lokimo Umanga, qui en principe a la mission de détruire tous les engins explosifs, de déminer tous les engins explosifs. Donc ça a sa compétence. Et maintenant, Afridex marche sur les compétences de CCLAM. Et ce conflit ne permet pas que les deux commissions, les deux structures de ces deux ministères, qui en principe allaient se compléter, aujourd'hui sont en opposition, simplement parce que les compétences sont en conflit. Okay. Du fait de l'ordonnance prise en 2016, qui n'a pas spécifié les prérogatives de Afridex, et alors que dans sa création depuis 1948, il est clair, Afridex est pour la production, l'importation des engins explosifs. L'autre mission, d'autres missions, c'est les missions de CCLAM. Et voilà pourquoi nous plaidons ici pour que CCLAM soit rétabli dans ses droits. Je suis fier parce qu'aujourd'hui, CCLAM a un coordonnateur très actif, un manager accepté, qui a changé même l'image de ce centre. Je parie qu'avec lui, les choses pourront évoluer autrement et positivement pour que CCLAM retrouve totalement ses droits. Ok.
Vous dénoncez donc l'empiètement. Il faut qu'on... Je dénonce l'empiètement, le mauvais fonctionnement, la mauvaise compréhension de la mission de Afridex, n'est-ce pas, qui aujourd'hui marche sur les prérogatives de CCLAM. Et pour ça, nous disons non, nous ne serons pas accepter cela. Il faut l'arbitrage, c'est ça. Arbitrage, deux ministères, ou sinon deux ministres, ont échangé. Et je veux vous dire qu'il y a eu un cadre d'échange entre CCLAM et Afridex. À l'occasion, Afridex avait reconnu, en tout cas ses limites. Mais curieusement, on n'a pas compris, après avoir conclu un accord pratiquement, mais Afridex revient dans le comportement de vouloir s'imposer et pour que les missions de CCLAM ne soient pas accomplies totalement par CCLAM. Merci Pascal. Alors, Christian Moleka, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à mon co-débatteur prolongé. Merci. Je n'ai pas particulièrement d'introduction, sinon que je me porte bien et que je suis ouvert au débat. Ok, alors je reste avec vous, avec ces manifestations des Quinois qui dénoncent des silences complices de certains pays occidentaux. On a vu samedi, ces matins même, j'ai vu beaucoup de magasins fermés. Il y a la police partout. Alors, quelle analyse vous faites de cette situation, de ces manifestations, si je peux dire spontanées, de la population? La spontanéité en politique n'existe pratiquement pas. Je peux dire que c'est à la fois de la frustration que l'on peut comprendre, forme d'exaspération et de lassitude sur une situation qui perdure depuis plus de 20 ans. Mais au-delà des émotions, de frustration, il faut chercher à aller dans les profondeurs des choses. C'est que nous sommes dans un contexte très particulier d'un gouvernement qui est aujourd'hui diplomatiquement dos au mur, parce que les propositions qu'on met sur la table aujourd'hui nous imposent à négocier avec le Rwanda. Qu'il s'agisse de la position américaine avec Blinken, qu'il s'agisse du dernier communiqué de l'ambassade de Grande-Bretagne, c'est des positions qui poussent le Congo à aller sur la table de dialogue et c'est une position inconfortable pour le gouvernement. Vous avez une pression militaire qui est sur terrain qui ne nous est pas favorable, qui fait que, et à la fois diplomatiquement et à la fois militairement, nous avons un gouvernement qui est sous pression et qui a donc besoin de soutien intérieur. Donc moi je conçois ces activités comme des pressions faites à l'intérieur pour essayer de desserrer les taux de la pression des négociations. Parce que toute la pression militaire que vous voyez à l'Est, ça sert à amener Kinshasa sur la table et à tenter d'imposer un dialogue avec l'M23. Et donc face à la pression diplomatique, face à la pression militaire, on tente de trouver des moyens de desserrer la pression par une pression intérieure vers les diplomates. Maintenant, il faut se questionner sur l'efficacité. Oui, l'efficacité de... C'est la question, vous sous-entendez quoi quand vous parlez des pressions intérieures? Mais la politique repose sur le soutien des contestations. C'est ça le système politique. C'est pression et contestation. Lorsqu'on a des pressions en mode de contestation, on cherche l'équilibre avec le soutien intérieur. Maintenant, on peut chercher qui sont à l'origine de ces pressions, de ces soutiens intérieurs. Les analystes avertis peuvent comprendre. Et donc, mais ce n'est pas la population elle-même, parce qu'on a vu, c'était juste après la CAN. Hein. J'en viens. Et là, c'est là où je dis qu'il faut se questionner sur l'efficacité des méthodes que nous employons. Vers les années 2000, lorsque Bukavu est tombé, nous avons eu une forte mobilisation. C'est vrai que l'opinion internationale écoute les opinions publiques et qui sont attentifs ils sont attentifs à l'opinion intérieure. Encore faut-il des grandes mobilisations. Lorsque Bukavu est tombé, à l'époque du général Mutebutsi, il y a eu une forte opinion intérieure avec les universités, moi je me rappelle, j'étais encore à l'UNIKIN, qui sont sortis dans les rues et qui a poussé à une forme de recul. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on a une forte mobilisation à l'intérieur. J'ai comme le sentiment qu'il y a des groupuscules bien identifiables qui sont en mouvement. Mais qu'on n'a pas les mouvements de masse. Regardez la télé, par exemple. Lorsque la guerre a commencé en Israël contre la Palestine, vous avez vu dans les pays arabes les mobilisations qu'on a eues. Hein, en Jordanie, en Syrie, même aux États-Unis, en France. Les mobilisations qu'il y a eu pour que l'opinion intérieure fasse pression. On n'a pas encore, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas encore à l'intérieur des grandes mobilisations qui peuvent attirer l'opinion internationale. On a des groupuscules qui agissent et qui malheureusement, s'ils ne sont pas contrôlés, vont faire le contraire. Parce que quand ils s'attaquent maintenant en détruisant par exemple les véhicules, en attaquant les ambassades,
eh bien, ils mettent le gouvernement sous pression parce que là, les mêmes ambassades font pression sur le gouvernement en disant vous avez signé des protocoles d'accords internationaux, des conventions pour protéger les diplomates. Lorsque vous ne les faites pas, là encore, c'est le même gouvernement qui est en pression. Donc oui, il faut le soutien intérieur. Encore faut-il trouver des mécanismes pour avoir des grandes mobilisations populaires. Mais au-delà de cela, ce sera probablement des solutions à court terme. Le vrai problème demeure, c'est qu'il faut une solution à la guerre. Et c'est là où nous devons aller plus loin. C'est bien de manifester à Kinshasa, c'est bien d'avoir des grandes mobilisations populaires qui lancent des messages très forts. Et là, on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. Encore faut-il que ce travail s'accompagne d'autres dimensions du combat, à savoir le lobbying, à savoir la bataille diplomatique. Mais c'est déjà fait, cette diplomatie. Non, mais le problème, c'est que c'est pas de le faire, c'est d'atteindre les résultats. On arrête que lorsqu'on atteint les résultats. Est-ce que nous avons atteint les résultats que nous souhaitons? Non. Parce que quand vous lisez les communiqués lancés par l'ambassade britannique aujourd'hui, c'est pas ce que nous souhaitons. Quand vous prenez la position de Blinken, qui nous ramène pratiquement à une rencontre, la dernière visite de la délégation angolaise, c'est pour réchauffer un peu l'accord de Luanda. C'est pas les solutions que les Congolais, dans leur grande majorité, souhaitent. Ça veut dire que diplomatiquement, nous n'avons pas encore atteint ce que nous souhaitons. Et donc, il faut continuer ce travail de procès diplomatique, il faut travailler ce travail de lobbying, il faut aller plus large. Et l'autre grande difficulté, c'est que l'opinion a été chauffée pendant la campagne électorale. On l'a suffisamment chauffée autour de l'agresseur rwandais, de la guerre du Rwanda. Et ça, c'est également un obstacle, je dirais un handicap pour le président. Parce que aujourd'hui, il est face à une dynamique internationale qui veut un dialogue. Il a une opinion intérieure qui ne veut pas de dialogue parce qu'on a trop parlé de guerre et donc de conflits ouverts. Quand elle inserte une démarche de dialogue, va écorner son image et toute sa stratégie. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a construit un argument électoraliste qui nous met en difficulté parce que c'était du court terme pour les élections et qu'au-delà des élections, ça pose des problèmes en termes d'initiative diplomatique. On ne peut pas se mettre à table aujourd'hui sans remettre en question tout ce qu'on a dit hier. Et donc ça réduit les marges de l'action gouvernementale. Maintenant, comment faire pour qu'à l'interne, on change de discours? Ça, c'est un travail des communicologues, les stratèges peuvent le faire. Les stratèges peuvent le faire. Comment on fait pour construire, pour amener la population vers les objectifs politiques atteignables, sachant qu'on a construit hier dans notre discours? Ce sont des travaux de fond, des stratèges qui ne se passent pas dans des plateaux, qui peuvent faire, mais c'est un travail de fond. Et donc, on sort du court terme électoral, on revient dans la réalité qui est une dynamique internationale qui ne nous est pas favorable. Il faut travailler sur les questions de fond. Alors, avant de donner la parole à Pascal, peut-être une toute petite question. Vous avez parlé de poursuivre avec le lobbying, mais ça ne sera pas difficile, on n'est pas en difficulté parce que les lobbying, mais les gens vers qui nous allons veulent le dialogue. Là, ce n'est pas là une grande difficulté. Ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent les intérêts. Le problème, ce sont les intérêts. Si je peux prendre un exemple simple. Les Britanniques, aujourd'hui, sont portés sur les questions de l'immigration. Si vous suivez les débats en Grande-Bretagne, Rishi Sunak, les partis conservateurs servent beaucoup sur la problématique de l'immigration, de tous ces gens qui viennent vers Londres. Et le Rwanda, avec sa stratégie diplomatique, a proposé aux Britanniques une solution. Tout le monde connaît le projet d'hébergement des migrants qui n'iront plus en Grande-Bretagne, qui seront logés au Rwanda contre ce financement. Ça veut dire aussi que Kagame et les Kigali s'aligner sur l'intérêt de la Grande-Bretagne pour mieux défendre ses intérêts. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons pour rencontrer les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne? Je l'ai dit une fois sur notre plateau ici, le Congo a besoin d'un partenariat stratégique avec la Grande-Bretagne parce que beaucoup de solutions du problème du Congo passent par la Grande-Bretagne. Et ce que les Congolais oublient, de manière générale, beaucoup de Congolais, c'est que le Congo est né autour de la Grande-Bretagne. Ça, les gens oublient. Henry Morton Stanley est écossais, il est britannique, enfin, gallois. Livingstone est d'origine écossaise. Le journal qui a financé la recherche de Livingstone est d'origine écossaise. Nous avons un lien historique avec l'Écosse et donc avec le Royaume-Uni que nous n'exploitons pas suffisamment parce que nous commençons l'histoire à partir du roi de Belgique. Alors que le Congo a, avant le roi des Belges, une partie de son histoire avec l'Écosse et donc avec le Royaume-Uni. Donc il y a moyen de construire stratégiquement, de positionnement, avec l'Écosse notamment. Il y a des grandes familles qui sont très connues pour impacter la politique anglo-saxonne. Et ça, c'est inévitable. La solution de la guerre au Congo passe par les anglo-saxons et ils devront être capables de faire ce lobbying-là vers le monde anglo-saxon. On fait une marche en arrière par rapport à l'histoire.
Mais c'est l'histoire, l'histoire ne change pas. Alors Pascal, vous également, votre analyse par rapport à ces manifestations, parce qu'on a vu, c'était juste après la CAN, après qu'on n'ait pas filmé les images de supporters congolais qui manifestaient, voilà, on a vu la population, surtout sur la toile, hein, même s'il n'y a pas une forte mobilisation sur terrain, mais la toile vraiment est enflammée. Oui, mais je commence par un questionnement. Je suis très d'accord avec les points de vue développés par Moleka, mais je commence par un questionnement. Qu'est-ce sert à ce jour la MONUSCO encore qu'est-ce sert la présence aujourd'hui de la MONUSCO sur le sol congolais? À partir du moment où, depuis qu'elle est là, elle n'est pas parvenue à résoudre le problème. Je m'en souviens à l'époque, je vous l'ai dit déjà ici, nous sommes en échange avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, Madame Keïta. Elle est venue plaider la protection de ses agents auprès du ministère de l'Intérieur. Mais on s'était étonné. La MONUSCO qui devrait nous protéger sollicite la protection congolaise. Ça a été une contradiction. Et voilà pourquoi je pose la question, que sert encore la présence de la MONUSCO en RDC? De ce point de vue, les Congolais peuvent également se manifester. Pour le départ de la MONUSCO. Non seulement pour le départ de la MONUSCO, mais également pour la collaboration avec d'autres pays, sinon grandes puissances du monde. Avant que vous puissiez poursuivre, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport à la réaction aussi de Bintou Keïta au sujet de ces manifestations. Il dit que ces manifestations contre la MONUSCO, parce qu'on a brûlé les véhicules de la MONUSCO, ça constitue un crime de guerre et affaiblit l'appui crucial de la mission au FARDC. Oui, crime de guerre, mais c'est que la MONUSCO, c'est que la MONUSCO faisait à son temps. Nous avions suivi ici les agents de la MONUSCO. Cela n'a pas constitué des crimes de guerre. C'était normal. Mais ici, les gens en ont marre. Les gens qui meurent à l'Est chaque jour au massacre de nombre qu'on ne sait pas compter aujourd'hui. Pour ça, la MONUSCO ne s'est pas posé le problème clairement à l'international pour démontrer qu'il s'agit d'un génocide au Congo. Mais lorsqu'on brûle un véhicule, ils veulent nous faire croire que cela peut constituer, n'est-ce pas, un crime de guerre. Ça affaiblit aussi l'appui. Moi, je ne pousse pas la population à la violence. Mais manifester pour démontrer la désapprobation, n'est-ce pas, au comportement visiblement, en tout cas, affiché par ces gens contre le pays, je pense que nous ne pouvons qu'encourager. J'ai entendu Moleka évoquer le cas de Grande-Bretagne. Oui, mais on peut tout faire à ce jour. Vouloir avoir de bonnes relations avec ces gens, ils ne vont pas nous écouter. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont changé plus, que ce soit la France aujourd'hui, que ce soit la Grande-Bretagne. Ils ont plus changé de position après le génocide rwandais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont été responsables. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils sont responsables, maintenant pour effacer les traces, il faut créer des relations avec la personne qu'eux-mêmes ont envoyée pour qu'ils commettent ces crimes au Rwanda à son temps. C'est Paul Kagame. À un moment, la France n'était pas en bonne odeur avec, avec Kigali. Il a fallu que les questions de procès sur le génocide commencent pour que la France change de position. Sur toute cette question de génocide, qui a mis, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, devant les responsabilités. Et aujourd'hui, il ne s'est pas changé de position. La démocratie, oui. Enfin, la diplomatie, oui. Mais je pense que ça demande encore beaucoup de temps. À l'époque, Mobutu était la pièce tournante de l'Afrique centrale. Il a fallu qu'il meure pour qu'on trouve cette pièce ailleurs. Et on l'a déplacé du Congo, maintenant c'est au Rwanda. Ce n'est pas la force rwandaise. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort. Je suis désolé. Mais c'est ces puissances qui font que le Rwanda soit fort. Nous, lorsque nous manifestons, nous démontrons que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Je pense que c'est l'une des voies. Cela ne voudrait pas dire qu'on a laissé ce qu'on fait au fond. Au fond, le combat continue. Mais de l'autre côté, il faut démontrer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croise les bras, qu'on donne l'impression comme si les Congolais
en tout cas, n'ont même pas de soucis à ce que c'est fait à l'est du pays. Mais ça va avoir la question de la mobilisation à travers les médias, par exemple, moi je pense que c'est une question qui devrait aussi être prise en compte. Voir les programmes de nos chaînes, voir les programmes de nos télévisions. Le CESAC, pour penser, pour réfléchir, n'est-ce pas, un tel truc pour que les responsables des programmes, les responsables des chaînes de télévision et radio comprennent que dans leurs programmes, ils doivent, en tout cas, insérer des rubriques qui ne parlent que de la situation de l'Est. Cela permettra que même les distraits de notre société se rendent compte que nous avons un problème sérieux que nous devons résoudre. Parce qu'aujourd'hui, on peut tuer autant de gens. Vous passez ici, à Nyangwe, vous trouverez les gens en train de se distraire. Mais si on peut chercher à conscientiser les gens pour qu'ils comprennent que nous avons un problème sérieux, c'est lui de résoudre la question de la sécurité de notre pays, je crois que c'est important. Mais nous poussons au dialogue. Cher Moleka, c'est tout un problème sérieux, c'est pas normal. Gisèle, je vous ai beaucoup parlé ici des accords qu'on a signés dans le passé. Je vous parlais ici de l'accord signé le 23 mars 2009 avec le CNDP. J'ai toujours pris 4 dispositions qui ont énervé. La première disposition, c'est le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Posez-vous des questions, nous avons combien de réfugiés congolais qui sont au Rwanda? Et là, on est dans la politique de la déportation. On veut amener les Rwandais en RDC. Deuxième disposition, l'intégration politique dans nos institutions des acteurs civils de CNDP. Troisième disposition, l'intégration militaire des éléments, l'intégration dans nos FARDC des éléments militaires de CNDP. Et quatrième disposition, l'exploitation de la partie Est, qui serait créée comme une zone commerciable pour tout le monde. Ces dispositions, vous allez les voir, elles seront reprises à l'accord de Kampala avec le M23 et aux 3 déclarations faites à Nairobi devant le secrétaire général des Nations Unies. Alors maintenant, si nous acceptons aller en négociation ou en dialogue, nous devons prendre en compte d'abord ces dispositions. Mais je n'ai jamais compris, cher Moleka, comment en même temps on s'oppose à tout ça, mais on accepte la présence de suivi de l'accord ici et nous l'avons rendu une institution de l'État. Nous avons un coordonnateur avec des agents et les frais de l'État payés. Et pourtant c'est de cet accord-là, d'Addis Abeba, que est né le reste d'accord. Et voilà pourquoi je plaide, à travers cette question, la suppression de cette commission de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Et cela nous permettra maintenant de nous positionner autrement pour mettre en cause d'autres accords et envisager, n'est-ce pas, s'il faut échanger, de quelle manière nous pouvons échanger avec ces gens sans qu'on ne fasse même pas allusion à ces 3 dispositions qui énervent. Okay. Ce sera alors justice pour la République. Alors, je pose une toute petite question. On a comme l'impression que, parce qu'on a suivi le ministre... Mais cela, c'est la responsabilité de Raymond Tshibanda qui nous a mis la corde au cou, qui a signé des textes de manière irréfléchie. Et aujourd'hui, le pays paye le prix, il faut le dire. Merci Pascal. Vous ne voulez pas de dialogue? On a suivi le ministre, le porte-parole du gouvernement qui dit qu'on ne peut pas parler de la guerre maintenant parce que les institutions sont en train de... La mise en place s'installer. Ouais. Alors, quelle est la solution? Mais non, pas de guerre, pas de dialogue. Il faut maintenant faire quoi là? Mais la solution, nous l'avons dit déjà ici. Nous parlons de la mobilisation de la population et également de l'engagement militaire à l'Est. Mobilisation de la population. Parce que ça aura de l'impact sur la situation à l'Est. Oui. Quand les gens marchent ici, là-bas. Là, c'est sur le plan, je ne veux pas parler de la diplomatie, mais sur le plan, ça peut donner une image à l'international telle que les Congos ou les Congolais ne veulent pas, n'est-ce pas, cette politique, n'est-ce pas, de puissance contre la République démocratique du Congo. Ça peut changer. Mais en même temps, sur le terrain, nous devons maintenant, en tout cas, démontrer notre puissance, notre force,
face à ces agresseurs. C'est ce qui se fait jusqu'ici. Ce point de vue, je pense que... Parce que, ne faut pas croire, le Rwanda avance ces deux arguments. N'ignorons pas que le premier, c'est la quête des richesses congolaises. N'est-ce pas? Et la deuxième raison, c'est la quête des espaces. Ils l'ont toujours dit. Est-ce qu'à leur niveau, ils ont résolu le problème? Non. À partir du moment où ils n'ont pas encore résolu le problème, vont-ils nous laisser calmes? C'est à nous maintenant de nous déterminer. Voilà pourquoi la nécessité de cette force militaire. Okay. Nous devons nous organiser sur ce point. Alors, lorsque si par exemple ces grandes puissances, comme nous citons ici l'Angleterre et la France et les États-Unis, ne savent pas nous appuyer, mais je crois que nous sommes un pays souverain, on peut regarder d'autres pôles. Merci Pascal. Alors, Christian Boleka, vous voulez d'abord réagir avant que je pose ma question. Madame Gisèle, les relations internationales ne reposent pas sur la bonne foi, encore moins sur, comment je peux appeler ça? En fait, je préfère dire que ça repose sur un pragmatisme qui peut être cynique, qui est le pragmatisme des intérêts. Et tant que les Congolais ne comprendront pas, nous Congolais, y compris moi, que le monde repose sur des intérêts, et qu'on peut mourir 2 millions, on peut mourir 50 millions, parfois ça ne veut rien dire tant que les intérêts stratégiques ne se sont pas rencontrés. Je suis désolé, nous avons eu la colonisation, l'Afrique a perdu plus de 500 millions d'hommes, hein. Si vous prenez les livres d'histoire, vous prenez entre 1500 jusqu'à 1900, l'Afrique a perdu plus d'1 milliard d'hommes. Hein. Donc ce n'est pas nouveau que les guerres tuent énormément de gens. Je ne parle même pas de la première et la deuxième guerre mondiale qui a fait 9 millions de morts. Donc si déjà les Européens peuvent faire la guerre chez eux, entre eux, et tuer 9 millions de morts, c'est pas les 4 millions de Congolais qui vont émouvoir les gens. Je suis désolé, je vais le dire cyniquement. C'est vous qui pensez que la vie humaine est prioritaire. Je vais le dire cyniquement pour que les gens le comprennent. Il y a un niveau de relations internationales où les intérêts sont tellement posés que la vie humaine telle que nous le pensons ne compte pas. J'ai échangé une fois avec un ami britannique qui m'a dit, l'Africain quand il pense l'homme. L'Occidental quand il pense biens et services. C'est les biens et services qui sont prioritaires à l'homme. En fait, l'esclavagisme est né parce qu'il y avait un besoin de portage. Ce qu'on voulait, ce n'était pas les esclaves, c'était les ivoires. Et quand il fallait porter les ivoires, il fallait des porteurs. Donc on a fait l'esclavagisme pour le portage des ivoires. Je sais pas si on comprend. Ça veut dire, on commence par avoir besoin des biens, et c'est le bien qui conditionne l'utilisation de l'homme, et pas l'inverse. Et donc si nous on ne comprend pas ça, c'est que nous ne comprenons pas ce qui se passe au Congo. Les intérêts sont stratégiques, les intérêts sont géopolitiques, les intérêts sont géoéconomiques. La guerre n'a pas commencé en 90. En 90, c'est le premier coup de feu qui a été tiré. La guerre commence dans les idées. La guerre commence dans les idées, quand les stratèges commencent à penser. Et cette guerre a commencé avant 90. Parce que quand Crawford Young a écrit en 85 The Rise and the Decline of Zaire, The Fallen State, le pays en faillite, en 85, publié aux États-Unis, très peu de Congolais imaginaient qu'aux États-Unis, on réfléchissait sur un pays en déclin qui s'appelle Zaïre et qui est un trou. Et qu'il faut commencer, selon eux, à recréer la carte de la sous-région. Mais nous n'étions pas là. Tout du moins, les avertis étaient à compter au bout du doigt. Donc si nous ne comprenons pas les idées qui fondent les guerres, mais il nous faut combattre ces idées-là. Ça veut dire, nous pensons qu'eux veulent les intérêts stratégiques. Ils veulent avoir le contrôle du coltan, du colomotralite, parce qu'il y avait une réforme des télécommunications avec les cellulaires et que le Congo était le terrain propice. Et que la fin des guerres froides a ouvert les marchés, que le marché congolais intéressait. Et donc ils ont utilisé les pays voisins pour accéder sur le marché congolais parce que nous étions en état en faillite. Pourquoi nous ne garantissons pas le marché? Qu'est-ce qui empêcherait les Congolais de dire, voilà, nous créons une zone franche? Alors, nous avons créé, je donne un exemple simple, nous avons créé le code minier de 2002. Beaucoup ont décrit le code, mais pourquoi on a eu le code de 2002? Ça veut dire que nous créons un code à zéro fiscalité pendant 10 ans, pratiquement à fiscalité zéro, avec 2%, mais qui permet d'attirer les investisseurs. Est-ce que pour autant le Congo a perdu tout ce qu'il avait en minerais? Oui, on a perdu beaucoup en argent, mais ça nous a permis d'amener la City, de ramener une certaine confiance, un minimum de stabilité pendant 10 ans, puis après on a revu les codes.
Qu'est-ce qui nous empêche d'aller trouver les réponses économiques et stratégiques nécessaires au contrôle des minéraux? Et à un moment donné, on a commencé à parler du pétrole sous le parc. On a même commencé à parler du gaz sous le lac. Pourquoi tous ces projets sont arrêtés en chemin? La réponse à la guerre n'est pas que militaire. La réponse elle est globale. Justement. Parce que les réponses à tout ça ne trouver plus là. Je reviens sur la question de mobilisation. Non, avant la mobilisation, à vous entendre parler, c'est-à-dire que toutes les solutions doivent être mises à part. Nous devons maintenant miser sur le problème des intérêts, des minéraux. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'il y a, en fait, il y a le global, le régional, le national, le local, ainsi de suite. Les intérêts de Washington ne sont pas les intérêts du Rwanda, et ainsi de suite. Les intérêts s'enchevêtrent parce que chacun à son niveau garantit ses intérêts. Et même quand vous répondez aux intérêts de New York et les intérêts de Kigali, qu'il faudra également combattre ou savoir gérer. Alors, et donc, il faut tout canaliser, tout en sachant où sont les vraies sources du combat. C'est comme si je te bats avec l'ombre. Il y a un penseur qui a dit, chinois, qui a dit, lorsque je prends le bâton et je te frappe, tu attaques quoi? Le bâton ou tu m'attaques moi? Tu n'attaques pas le bâton. Tu attaques celui qui tient le bâton. Parce que le bâton est un instrument. Et je suis d'accord avec lui que le Rwanda est un instrument. Mais un instrument des enjeux. Et donc nous devons répondre aux enjeux. Et pas forcément à l'instrument. Maintenant, si nous voulons utiliser la réponse et à l'instrument et aux enjeux, il faut identifier les intérêts stratégiques des enjeux, de celui qui tient le bâton et du bâton. Donc si on n'est pas à ce niveau stratégique, parce que la guerre c'est au niveau stratégique, puis au niveau opérationnel, puis au niveau tactique, moi je suis au niveau stratégique. Si on n'est pas au niveau stratégique, on peut bien faire du bruit à Kinshasa, je suis désolé, ça fait maintenant pratiquement plus d'un mois qu'il y a eu des mouvements dans les pays arabes, la guerre en Israël continue. C'est pour vous dire qu'il y a un degré de cynisme qu'il nous faut intérioriser. Il nous faut intérioriser qu'il y a un degré de cynisme. Et parfois, ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut que les Congolais le comprennent. On ne va pas avoir pitié de nous parce qu'on est morts nombreux. On ne va pas avoir pitié de nous parce qu'on prie beaucoup. Si on ne rencontre pas les intérêts, si on ne travaille pas à toucher les vrais nerfs des problèmes, nous continuerons à mourir, ça va émouvoir personne. Je suis désolé. Encore que ce que nous faisons ici, si vous regardez les médias internationaux, peut-être que ça ne passe pas. Ça se limite dans nos médias. Oui, mais qui suivent les réseaux sociaux? Mais qui suivent? Oui, mais justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut aller au-delà de ça. Nous sommes dans une ville de 15 millions. Est-ce que vous avez déjà vu un mouvement depuis que ça a commencé qui a pris 10 000 personnes? Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une mobilisation de 100 000 personnes? Pas ça, ça parle. La peur aussi du côté des Congolais, parce qu'ils seront... La peur de quoi? Nous parlons de notre survie comme nation. Nous parlons de notre survie comme nation. Pourquoi il n'y a pas 100 000 personnes? 100 000 dans une ville de 15 millions. Il faut qu'on se pose des vraies questions sur notre niveau d'engagement intérieur. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Et si on n'apporte pas de réponse à ça, je suis désolé. Maintenant, je suis pas pour le dialogue. Et je l'ai dit que ce n'était pas une bonne option. Mais quelles sont nos marges de manœuvre? Quelles sont nos marges de manœuvre? Qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre? C'est pourquoi moi je crois, à côté de l'effort militaire qu'il faut maintenir, et qu'il faut maintenir l'effort militaire, il faut continuer le travail, non pas de la diplomatie uniquement, mais moi je parle du lobbying. Moi je parle du lobbying. Et il y a une très grande différence entre la diplomatie et le lobbying. Moi je parle du lobbying et pas la diplomatie classique. Il faut trouver les voies, et les canaux existent pour faire ce travail de lobbying à l'international. Il faut continuer ce travail-là. Nous sommes en retard, c'est vrai, parce que les Rwandais ont commencé ce lobbying avant nous. Ils ont vendu longtemps la perception d'un Congo chaotique, désorganisé, sans vision, et alors que le Rwanda serait organisé avec un leadership clairvoyant. Ils l'ont vendu longtemps. Mobutu aussi a vendu, non? Mobutu, oui, mais Mobutu, quand je vous parle de clairvoyants en 85, ils parlent de Mobutu. Ça dit Mobutu a vendu avant, puis après on a décliné, les autres ont commencé à vendre, ils l'ont vendu contre nous, en vendant l'image du Rwanda stable, développé, qui reçoit le tourisme, qui est un modèle de développement économique, avec un leadership clairvoyant. Il n'a qu'écouté les diplomates, parler avec les diplomates, quand ils vous parlent de ces deux pays. En contrepartie, lorsqu'on parle de nous, on dit chaos, désordre, bazar, des organisations. Moi, sérieux, c'est à nous. Oui, mais c'est à nous de construire une autre perception du pays aussi.
C'est à nous de construire une autre perception du pays. Ça, c'est le travail de fond qu'il faut faire. Maintenant, militairement, il faut garder l'effort militairement, il faut faire du lobbying, il faut des mobilisations sociales, pas les mouvements que moi je vois et qui, mon point de vue, ne sont pas suffisants. Parce que l'opinion publique internationale écoute également l'opinion, mais il faut que l'opinion soit forte. Si en 2004, sous Moutebouzi, je rappelle, on a eu des vagues d'étudiants. Rappelez-vous, je parle de 2004, beaucoup connaissent ce qui se passait. Des vagues d'étudiants qui ont déferlé dans la ville pour pousser à ce que Bukavu soit repris. Ces mouvements-là, on ne le sent pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un essoufflement des leaders locaux? Est-ce que la politique nous a tellement divisés qu'on ne fait plus parler de la même façon? C'est des questions de fond qu'il faut aborder. Et comment on fait pour que les Congolais divisés par les élections, divisés par la politique, puissent parler d'une seule voix? Est-ce qu'il ne faut pas des signaux forts de rassemblement? Est-ce que ce n'est pas au président de donner des signaux forts de rassemblement? Mais les gestes qu'ils ont fait au Conseil de ministres, ce n'est pas un signal fort. Non, moi je parle de rassemblement des Congolais. Des signes de rassemblement des Congolais, ça passe par des symboliques forts. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui que le président lance des signes de rassemblement forts et que ça, par exemple, tous les éléments de frustration liés aux élections soient mis de côté? Est-ce que ce n'est pas le temps, par exemple, qu'un certain nombre de sort de la prison? Est-ce que ce n'est pas le temps d'avoir un peu de détente? Ça mettra des détentes dans les tensions politiques que nous avons et qui nous divisent. Aujourd'hui, il ne faut pas que la guerre soit une affaire du président Félix. Je reviens. Je vais finir par là. Il ne faut pas que la guerre soit une affaire du président Félix, c'est-à-dire que vous l'avez choisi. Et ça, c'est un discours dangereux que moi je lis sur Twitter. Des gens qui disent, vous l'avez choisi, supportez. Le Congo, ce n'est pas le Congo de Félix. C'est notre Congo à nous tous. On ne peut pas dire, vous consolidez les acquis. Les acteurs, c'est un mot qui revient de plus en plus. C'est comme c'est une affaire du président. Ce n'est pas une affaire du président, c'est une affaire de tous les Congolais. Et pour ça, il faut rassembler les Congolais. Il y a des lignes de fracture qui existent aujourd'hui, qui sont consécutives aux élections ou au contexte politique, qu'il faut commencer à cimenter pour rassembler les Congolais autour de ce combat qui ne sera pas un combat de court terme. Je vais bien finir peut-être par là. La grosse erreur de beaucoup de Congolais, c'est de penser que cette guerre qui a fait 20 ans va finir sous un seul mandat. Cette guerre sera longue et populaire. Mouzé l'avait dit, on peut l'avoir encore pendant 10 ans. C'est interminable. Alors, Pascal Ondje, il y a quand même certaines décisions fortes prises par le gouvernement, notamment après la rencontre de football, la CAN, où le gouvernement dit qu'ils ne vont plus participer à des manifestation de solidarité de la CAF, mais beaucoup estiment qu'on peut aller plus loin, peut-être boycotter aussi l'Union africaine, certaines associations, structures qui ne manifestent pas leur soutien à la RDC face à l'agression rwandaise. Ce sont des messages qu'on peut envoyer à ces puissances-là qui dominent le monde. Mais je ne pense pas que c'est la solution à la question que nous avons présentement. C'est vrai, ces messages sont des messages qu'on peut envoyer, qui peuvent passer, qui peuvent interpeller, qui peuvent pousser à la réflexion, mais en tout cas, ce n'est pas la solution directement. Mais nous avons un problème d'hommes chez nous. Je m'en souviens lorsqu'on chassait Mobutu, il y a eu un cas d'incompatibilité des armes et des cartouches qu'on achetait. Et ça posait problème pour les militaires au front. Je ne souhaite pas que un tel cas qu'on connaisse, et encore un tel cas aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce que je ne souhaite pas que les affairistes, sinon les commerçants simples, s'engagent à l'achat de l'armement. Il est mieux qu'on confie cette mission aux vrais spécialistes. J'en connais quelque chose parce que lorsqu'on réfléchissait à son temps pour l'achat du matériel de la police, lorsque nous étions au ministère de l'Intérieur, mais des gens, ni qualité, ni fonction policière, qui se présentaient comme ayant un marché, n'est-ce pas, qui peut être bénéfique pour la République démocratique du Congo. Et ils se pointaient au devant. Je refuse que cela se passe aussi du côté militaire, parce que sinon ce sera trop fatal. C'est la question d'hommes, là, au-delà de ce que nous avons analysé ici. Lorsqu'on n'aura pas des gens très sérieux qui comprennent, en tout cas, la question de l'Est
comme une priorité des priorités, et cela, lorsqu'ils sont aux côtés, par exemple, du chef de l'État, pouvoir l'appuyer, l'accompagner sincèrement à résoudre ou à trouver solution à cette question, c'est que nous allons tourner à rond pendant longtemps. Oui, le Congo chaotique. Mais le chaos du Congo provient d'où? Mais c'est de l'infiltration. Moi, je souhaite que nous fassions cela aussi sur le Rwanda. Le Rwanda, bien entendu, appuyé par la communauté internationale, je veux dire les grandes puissances, je n'aime pas toujours parler de la communauté de grandes puissances, a commencé à nous envoyer les Rwandais ici jusqu'à occuper de hautes fonctions à son temps. Directeur des cabinets du président de la République, ainsi de suite. Et ils ont travaillé, ils avaient le cap, ils ont vu loin pour atteindre leur objectif aujourd'hui. Dans l'armée, il y a beaucoup d'infiltrés. Jusqu'au moment où nous échangeons là, il y a beaucoup d'infiltrés. C'est pas pour rien que vous aviez compris, le ministre de la Défense, après échange, lors du Conseil de sécurité, il dit, nous plaidons, nous avons posé le problème pour que la condamnation, le moratoire. Le moratoire sur la condamnation, on appelle quoi la peine capitale. La peine capitale, la peine de mort, soit appliquée pour les militaires. Très très bien entendu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de traîtres que parfois on arrête et qui peuvent retrouver la liberté. Et lorsqu'on arrête, il est en prison, il sait qu'un jour il retrouvera la liberté, et ceux qui restent, ils n'ont pas peur. Et ils continuent avec de telles opérations. Et si on doit appliquer la peine de mort, ça va décourager beaucoup, ça va faire peur aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans le corps de l'armée. Donc il faut que, autant que le Rwanda est parvenu à nous infiltrer de cette manière, bien entendu, comme je l'ai dit, par l'appui de ces puissances, autant nous aussi, nous pouvons le faire. Parce que quand vous maîtrisez, en tout cas, la sécurité interne d'un pays, mais vous avez ce pays. Quand vous n'avez pas le renseignement militaire, mais il est difficile de gagner la guerre. Il faut que le renseignement militaire soit fort. C'est à ce moment-là que vous aurez de vraies informations pour mener vos opérations sur terrain. Mais j'ai l'impression qu'à ce jour, nous faillissons de ce point de vue, et il faut que on mette un peu du sérieux, et le sérieux proviendra lorsqu'on fait le choix sur les meilleurs d'entre nous. Voilà pourquoi. Bientôt, c'est l'installation des différentes institutions, parce que nous sortons des élections. Je crois qu'on va mettre la complaisance de côté. On sera plus sérieux pour faire le choix des gens à chaque secteur qui pourront apporter un plus dans le bon fonctionnement de notre pays, dans toutes ces institutions. Je plaide de cela parce que, en tout cas, en toute réalité, dans l'armée, ça pose problème aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affairistes dans cette question de l'achat de l'équipement militaire. Ok. Mais, là, vous voyez, on tourne sur la question du sérieux chez nous. En fait, moi j'ai comme le sentiment que nous, les Congolais, nous aimons nous plaindre. Et moi, ça me fait très mal. Nous ne sommes pas les premiers pays au monde à être, entre guillemets, infiltrés. Mais les degrés, si vous suivez ceux qui suivent la politique internationale connaissent peut-être ce qu'on appelle le macartisme aux États-Unis. C'est une sorte de chasse aux sorcières contre le communisme aux États-Unis. C'est pas nouveau. Et là, je parle de l'entre-deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale. C'est pas nouveau. Mais c'est pour ça qu'il y a le contre-espionnage. C'est pour ça qu'il y a les renseignements. J'ai toujours rappelé sur ce plateau qu'il y a une loi sur le renseignement qui traîne au Parlement, qui n'a jamais été inscrite prioritairement, pour réformer les services de renseignement de ce pays. Pourquoi? Ça, c'est notre part des responsabilités comme État à refonder, à reconstruire profondément. Je suis d'accord avec lui qu'il faut que nous regardions également le choix des hommes, des profils des hommes que nous mettons à la tête du pays. Mais si nous ne faisons pas le choix de la méritocratie, puisque au Congo, ces mots-là, il faut commencer à l'oublier, et que nous nous contentons uniquement de la loyauté, de la coterie, de la tribu, des amis, pour diriger ce pays,
Pourquoi nous attendons-nous à avoir des bons résultats quand nous mettons les mauvaises personnes au mauvais endroit et nous espérons quand même que le pays va marcher? Et si dans les questions militaires, mon co-débatteur nous dit qu'on fait les affaires dans les questions militaires, comment voulez-vous qu'on ait les bons résultats? Ça, c'est nous-mêmes. Questionnons-nous sur notre propre sérieux, sur nous-mêmes. C'est ce que nous voulons les affaires. Nous avons construit longtemps un État marchand, hein, où on vient à l'État pour faire l'argent. Et nous l'avons développé à souhait. À telle enseigne que la politique chez nous, c'est là où on vient prendre l'argent. C'est pour ça qu'on y vient. C'est pas pour construire l'État. C'est pas pour construire un État fort. Et donc, tant que nous ne sortirons pas de cette logique-là, nous sommes nous-mêmes les premiers infiltrés dans notre propre pays, parce que nous participons nous-mêmes à détruire notre pays. Maintenant, fondamentalement, très vite, hein. Pour peut-être clore ce sujet qui nous a embarqués, il y a des questions de fond que tous les Congolais doivent savoir, c'est que cette guerre ne sera pas courte. Cette guerre sera longue et qu'on n'aura pas uniquement besoin... Elle est déjà longue. Elle est déjà longue parce qu'on a plus de 20 ans et qu'il n'y aura pas uniquement des solutions... Continuez, allez-y. Il n'y a pas qu'uniquement des solutions militaires. Et qu'au-delà des questions militaires, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on parle de guerre hybride. Il faut aller sur des champs de bataille qui n'appellent pas forcément l'intervention de ces terrains, comme la guerre électronique, comme les attaques cyberattaques. C'est des terrains sur lesquels nous pouvons aller parce que nous voulons faire mal à l'adversaire qui nous fait très mal. Mais c'est à nous de développer cette panoplie de la guerre hybride. Cette panoplie de la guerre hybride et pas uniquement la guerre totale au sens militaire dans laquelle nous voulons nous enfermer. Et ajouter aussi au fait le budget 2025 qui vient. J'espère qu'on va améliorer les fonds alloués aux questions de défense et sécurité. Et pas uniquement en termes de salaire des biens, mais également en termes d'équipement et en termes de rémunération des militaires. Nous ne pouvons pas vouloir régler la guerre si ceux qui se battent au front, qui mettent leur vie en péril pour le pays, sont le moins lotis de la République. Cette histoire de parlement à 21 000 $, à 33 000 $, alors que ceux qu'on appelle le sacrifice suprême ont des enfants qui n'ont pas de maison de qualité, qui n'ont pas d'école de qualité, qui n'ont pas de lieux où vivre, ce n'est pas non plus de la justice. Et si nous voulons avoir les bonnes solutions, mais un militaire qui part au front, la meilleure garantie pour lui, c'est d'avoir des dépendants qui peuvent être bien. Même s'il meurt, il est sûr que ses enfants derrière resteront honorés. Mais que les enfants des militaires deviennent des Koulouna. Parce que là où il y a les forts Koulouna, c'est dans les camps militaires aujourd'hui. Que les enfants des militaires deviennent, les filles des militaires deviennent des filles qu'on retrouve à Nyangwe derrière à Sanef. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui veut la paix. Il nous faut mettre suffisamment de ressources pour ennoblir la vie des militaires. Merci Christian Mouleka. Pascal Oronge. Oui, moi je pense que ce qu'il évoque là, c'est pertinent, mais en même temps il faut reconnaître les efforts. Hein. Parce que, autant que nous disons la guerre dure depuis plus de 20 ans aujourd'hui, autant nous devons reconnaître que la déstabilisation a traîné pendant longtemps aussi. Et j'ai aimé lorsqu'il a dit, il est difficile de croire qu'on peut terminer la guerre dans 5 ans. Mais dans 5 ans, certains efforts ont été fournis par le chef de l'État pour résoudre cette question que Mouleka évoque à la fin, la prise en charge maintenant des différentes familles militaires. Vous pouvez imaginer que le camp comme le camp Tchachi là, oui, on termine l'émission, le camp Tchachi. Depuis tout ce temps, nous, on ne savait pas qu'il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Les conditions étaient déplorables. Même l'eau, on n'a pas d'eau. Et il a fallu qu'on fasse des choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Autant qu'on a fait au camp Tchachi, autant on peut penser dans les différents camps plutôt à travers le pays pour que les militaires, les femmes des militaires et les enfants de militaires soient pris en charge. Et pour cela, je crois que ici, nous devons féliciter le président de la République qui a déjà pris cette option, qui continue. Et pour ça, il faut un bon accompagnement. Moi, j'insiste sur l'accompagnement. Il faut des gens qui ne seront pas là pour seulement secouer la tête lorsque le chef de l'État dit quelque chose, mais il faut avoir des gens qui peuvent contredire le chef, mais en l'aidant pour qu'on atteigne certains objectifs. Merci Pascal Oronge. Merci Christian Mouleka. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Nous sommes arrivés à la fin. Merci au coach Doudou Montiri. Je vous retrouve mercredi. Merci à l'équipe technique. Je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.